Merci beaucoup. Je commence? Oui, je commence. D'abord, c'est un plaisir de pouvoir parler de cette collaboration qu'on a portée, Quentin et moi, depuis. Alors, on n'était pas tout à fait au clair sur depuis combien de temps, mais je me sens que ça fait 5 ans environ. Depuis début 2018, où Quentin était venu solliciter, disons, les compétences du groupe lors d'un séminaire, il me semble, pour quelques aides sur un texte latin. Je voulais être certain qu'il était intéressant à intégrer dans sa compilation de textes clés de philosophie du végétal, qui est sorti depuis, je crois, en 2021. En l'occurrence, un texte d'Antonacella Pino, ou André Cézalpin, dans le genre francisé, qui est un médecin, botaniste et d'autres choses aussi, disons philosophe de la nature du XVIe siècle, de la seconde moitié du XVIe siècle, parce que le traité sur les plantes de Cézalpin est un traité qui avait eu, pendant une partie importante de l'histoire de la botanique, une certaine autorité, qui était utilisée de manière comme ouvrage de référence, jusque, il me semble, à la fin du XVIIIe siècle, après quoi il a été rendu obsolète, simplement par l'avancée des connaissances, et puis aussi par le fait qu'il était écrit en latin et qu'il n'avait pas été traduit dans une langue moderne. On a donc souhaité savoir si c'était intéressant, à quel point c'était intéressant de l'intégrer dans une compilation de textes clés sur l'histoire du végétal. Et là, il avait besoin de quelqu'un qui puisse le latin. Et en plus, j'étais le candidat idéal pour l'aider parce que je n'y connaissais rien en botanique. Et donc, dans l'aide que j'ai pu lui apporter, moi, dans ce que j'ai cru déchiffrer dans cette première lecture, je pouvais naïvement lui expliquer ce que je trouvais et Quentin avait pu d'ailleurs juger, grâce aux compétences que lui possédait, de la pertinence ou pas, du caractère innovant ou pas du texte en question. Il se trouve que ça a dépassé les espérances, hein, c'est-à-dire que l'intérêt du texte a dépassé les espérances, que Quentin s'est rendu compte en l'occurrence que les idées qui étaient présentes étaient en fait tout à fait inattendues et tout à fait originales pour l'époque à laquelle ce texte avait été écrit. Et de fil en aiguille, on a d'abord intégré une traduction française de ce texte dans la collection de textes clés de Brun. Et assez rapidement, traduction partielle, en effet, c'est ça, des 5 premiers chapitres en l'occurrence, on a fait, je crois. Et en cours de route, comme je crois que c'est grâce au fait que c'était renseigné dans notre publication sur les institutionnels, on a été contacté par une équipe de recherche qui faisait un colloque sur les analogies dans l'histoire de la botanique ou des sciences, je ne sais plus, médecine, de la médecine, c'est ça. Ce qui a fait qu'on a pu rencontrer d'autres personnes qui travaillaient sur ces alpins. Il y a toujours une sorte de regain, de renouveau d'intérêt pour les études autour de cet auteur, pas seulement pour sa botanique, mais pour l'ensemble de sa philosophie et de ses contributions scientifiques. Et que, de fil en aiguille, donc, on a été sollicité pour faire non plus une traduction française partielle, mais une traduction anglaise complète. Et dans un premier temps, on a dû assez rapidement dire que une traduction complète des 16 livres, des 16 des Participri, ça fait à peu près 600 pages de latin. 600 pages dans les formats de la Renaissance, donc c'est des pages où on ne perd pas de place, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça s'est vite rendu compte que c'était relativement irréaliste. Et surtout que l'intérêt était assez inégal de ce texte. C'est-à-dire que, en tout cas pour nos intérêts, disons, c'est-à-dire que sur les 16 livres, il y en a 15 qui sont des présentations encyclopédiques des plantes, de toutes les plantes que Cézalpin connaît, de leur propriété médicale, entre autres, mais surtout de leur propriété morphologique, leur propriété, la manière dont ces plantes se comportent. Et donc un examen approfondi, avec un examen sur comment les classer, à quel genre les rattacher, à quel sous-genre les rattacher, comment expliquer telle ou telle partie, tel ou tel comportement de chaque plante. Donc très érudit, mine d'or, on va dire, pour l'histoire des sciences, en termes de masse d'informations, mais en termes philosophiques, beaucoup moins substantielles, parce que les considérations philosophiques sont concentrées dans le premier livre. Le premier livre, une trentaine de pages en latin, un peu plus en traduction. Vous voyez, je ne sais pas combien de pages de traduction on était, mais au moins le double, je crois, ouais, 70. Où là, Cézalpin détaille ses considérations méthodologiques. Il écrit presque 600 pages de présentation d'informations, de classifications très, très détaillées, mais il faut pouvoir justifier ces classifications. Pourquoi finalement mettre telle et telle plante ensemble plutôt qu'avec l'autre? Il y
y a un grand nombre de plantes, il y a un grand nombre d'espèces, de formes de sous-genres, mais justement, on est avant toutes les classifications. Quentin va revenir en détail sur ces questions-là. Il faut pouvoir justifier pourquoi mettre ces plantes ensemble et comment organiser, structurer la description et l'explication des propriétés de ces plantes. Et ça, c'est ce qu'il discute dans ce premier livre, dans une polémique notamment contre la pratique courante à l'époque de classifier sur base des propriétés fonctionnelles, des propriétés médicales typiquement. Ces alpins avaient un médecin, la question n'est pas là, mais il y a une volonté, pour des raisons philosophiques, en fait, aristotélicienne en l'occurrence, de proposer une classification qui ne soit pas centrée sur l'homme, mais plutôt centrée sur, disons, la chose elle-même, c'est-à-dire sur les propriétés des plantes en elles-mêmes. Et donc c'est dans ce premier livre qui justifie ça et qui présente un petit peu comment ça fonctionne, cette classification, et quelles sont les propriétés qui vont lui servir de critères pour définir un nombre fini de genres et de sous-genres. Donc nous sommes partis de ce texte latin du XVIIe siècle que nous avons édité. Je me suis personnellement occupé des aspects justement éditoriaux et linguistiques, et Quentin s'occupait des questions scientifiques et des sur le plan. C'était un historique, effectivement. C'était un peu boulot, parce que ces affaires de plantes ne sont pas toujours dans les mêmes termes, pas toujours avec les taxons contemporains. Il faut pouvoir voir de quoi il parle exactement. Jamais avec les taxons. Oui, c'est ça. Jamais. Ce qui fait qu'il y a un travail sur plusieurs plans qui était à faire simultanément, sur le plan linguistique où je me suis occupé, sur le plan strictement scientifique dont Quentin s'est occupé, et puis sur le plan d'adaptation de fond, du sens philosophique, et on n'était pas trop deux pour le faire. Donc nous sommes occupés de l'édition et de la traduction de ce premier livre, qui nous a occupés pendant ces années de travail ensemble, et on a pu proposer ici. Nous avons aussi fait une division en paragraphes, c'est-à-dire que le premier livre de ces alpins est structuré en 14 chapitres. Ça, c'est des divisions de l'auteur, mais c'est des chapitres qui sont parfois longs, il n'y a pas de paragraphes. Les seules divisions, c'est des phrases parfois très longues. Nous avons fait un certain nombre de choix pour des questions de sens, pour des questions d'ordre de discours, ce qui nous a amené à faire une division en paragraphes. Il y en a en tout, on en a 200 au total, je pense. 100, 140, 127. 150, 154, 157, 157, voilà, entre les deux. Donc il y a à la fois un travail vraiment strictement philologique et puis un travail en fait exégétique qui préside à cette œuvre d'édition. C'est un choix pour rendre ça plus lisible aussi et pour éviter d'avoir juste un gros bloc de traduction pour chaque chapitre et qui évidemment suppose certaines prises de position, en tout cas certaines options exégétiques. Voilà pour la présentation générale. Je pense que c'est bon, je peux résumer après, mais je pense que le contexte historique. Oui, alors je vais dire quelques mots sur le contenu en fait, de l'essai introductif au livre, qui contient une petite biographie de ces alpins, ces alpins qui est né en 1524 ou 1525, qui a commencé 103. Donc, comme on l'a dit, c'était un médecin, en plus d'être un botaniste, comme la plupart des intellectuels qui pratiquaient la médecine à l'époque. Il a été l'élève de Luca Guidi, dont on sait très peu de choses, si ce n'est qu'il était professeur à Pise et qu'il a fondé le jardin botanique de Pise auquel il a succédé justement à ces alpins. Et Guidi est connu pour être le fondateur de la technique de l'herbier, en fait, des plantes séchées pour pouvoir conserver des spécimens, technique qui sera réutilisée par ces alpins. Je vais en faire un peu plus tard. Donc, il a été professeur de botanique et de médecine à Pise, puis à Rome, où il est devenu le médecin personnel du pape Clément VIII. Donc, c'était une personnalité quand même importante de la reconnaissance au niveau intellectuel et social. Évidemment, il a touché à la médecine et à la botanique, mais aussi à la pharmacologie, à la philosophie aristotélicienne, qui est un des aspects importants qui nous a motivé à traduire ce texte, et pour lequel on avait un intérêt philosophique, mais aussi il s'intéressait à la chimie, alors il a écrit un traité sur les métaux par exemple, à la physique de façon plus générale, à l'astronomie et à la théologie. C'était un esprit assez polymathe. Alors pour le contexte historique, on se trouve dans le contexte de la Renaissance italienne, au XVIe siècle, et là où
Albino est une figure importante de l'histoire des sciences et de la philosophie des sciences, c'est que il va être le premier à émanciper, vraiment le premier en tout cas à le faire explicitement, à émanciper la botanique de la médecine. C'est-à-dire que comme on l'a brièvement évoqué, auparavant, la botanique était une science ancillaire de la médecine, c'est-à-dire qu'elle servait uniquement à la pharmacologie. Il y avait très peu d'intérêt théorique en tant que tel pour le ce que va réformer un peu cet albino grâce à ce qui va décider de créer un traité à part entière sur ces questions de classification, enfin, simplement de compréhension théorique des plantes, et puis plus singulièrement de classification, puisque là, on célèbre dans la botanique qui a suivi. Et donc, c'est ce fameux des plantistes, qui constitue donc un tournant de la morphologie, mais surtout de la classification. Alors, en même temps que on peut voir dans l'émergence de ce traité des sciences de l'observation qui se développent, hein, il y a quand même une influence très prégnante de l'aristotélisme, ce qui a donné qui a fait couler beaucoup d'encre sur en fait, la place réelle de l'observation des données empiriques par rapport à la théorie classicienne, soi-disant a priori qu'un système de pensée qui serait surimposé, etc. Ce dont on discute pas mal dans l'introduction et surtout le commentaire. Puisque c'est pas toujours clair et que les commentateurs ne sont pas eux-mêmes d'accord. Après, en tout cas, j'ai une idée assez claire finalement de la réponse à apporter à cette question pour un peu plus revenir dans la discussion. Donc là où cet albino est aussi intéressant en tant qu'auteur de la Renaissance, c'est qu'il y a la charnière, donc période médiévale, et puis vraiment de cette période des sciences modernes, avec Galilée notamment, qui était dans la même université que cet albino et sur lequel il a très probablement exercé une influence philosophique. Et donc là où intellectuellement il est aussi intéressant, c'est qu'il s'émancipe ouvertement de certains auteurs de l'Antiquité, donc des figures classiques de l'autorité, hein, que ce soit Pline, Dioscoride, voilà, et même, enfin, Théophraste, et même dans une certaine mesure, en fait, même si c'est beaucoup plus imprécis, Aristote. Enfin, là, c'est plus compliqué, mais en tout cas, pour deux auteurs, il peut les critiquer beaucoup plus exactement, ce qui n'allait absolument pas de soi à l'époque. Même si deux auteurs de la Renaissance italienne avaient déjà initié ce mouvement. Alors, il est aussi intéressant de constater les rapports qu'il y a entre d'autres philosophes, et surtout botanistes de l'époque, même si ces rapports sont très critiques. Donc, ça demandait un travail vraiment d'analyse des sources primaires de l'époque pour voir à quoi il pourrait faire référence, à qui il pourrait faire référence dans ces travaux, puisque à l'époque, en fait, c'est très rare de citer explicitement les arguments des auteurs avec lesquels on dialogue, sauf justement certaines autorités. Et donc, en ce qui concerne les contemporains, c'est vraiment difficile de reconstruire le paysage intellectuel de l'époque, mais on a quand même essayé de donner des clés dans l'introduction. Oui, et donc de façon générale, là où il s'émancipe aussi en tant que figure intellectuelle à l'origine quand même d'une conception des sciences modernes, c'est qu'il critique les usages populaires et utilitaires en fait, du rapport aux plantes. C'est-à-dire qu'il ne les condamne pas en tant que tel, mais il dit qu'on ne peut pas baser un travail scientifique sur ces vues populaires finalement et les usages qu'on fait des plantes. Alors, Corentin a résumé un peu les 14 chapitres qu'on a fait. Oui. C'est un résumé, donc forcément il y a quelque chose de très factuel. C'est juste les thèmes. Les thèmes, tout ça, mais je vais essayer, juste après avoir mentionné ces thèmes de manière un peu générative, de proposer une manière dont on comprend cette succession. Donc 14 chapitres. Dans le premier chapitre, on commence avec la question de l'âme, la question de l'âme végétale, en partant complètement du l'idée animale d'Aristote. Alors il n'est pas cité, il n'est pas mentionné, mais les thèses sont reprises parfois mot à mot. Et assez rapidement, il y a un départ qui est fait sur la question de savoir à quel point est-ce que l'âme végétative des animaux, des plantes, peut être comparée à celle des animaux. Est-ce que c'est la même âme végétative chez les animaux que chez les plantes?
ou est-ce que le fait que les animaux aient une âme sensitive en plus fait qu'on ne peut pas les comparer? Donc, c'est ce point de départ-là, c'est cette distance par rapport aux animaux à partir du DNA. Après avoir discuté toute une série de questions sur est-ce que les plantes ont une âme qui est située à un endroit, est-ce qu'elle est située à plusieurs endroits, etc., qui continue dans le chapitre 2. Dans ce second chapitre, ces alpins discutent la question de la nutrition. Donc, la première fonction de l'âme végétative, qui est le fait de pouvoir se nourrir, et différents problèmes que pose la nutrition végétale, que ne pose pas la végétation animale. Et ensuite, l'autre fonction de cette âme végétative, qui est exactement l'autre aspect de la première fonction, à savoir la croissance. Le fait que la plante, elle grandit, et comment est-ce que cette croissance se passe, comment est-ce qu'on l'explique. Ensuite, la seconde fonction de l'âme végétative, c'est la reproduction, avec tout un argument sur en quoi est-ce que c'est bien une même âme et une même grande faculté qui préside à ces deux aspects, à savoir la nutrition et la reproduction. Et sur la production qui s'étend sur les chapitres 4, 5 et même 6, parce que c'est une question difficile. Comment est-ce que les plantes se reproduisent exactement, avec les différences avec les animaux. Donc, c'est la question délicate de la reproduction sexuée ou non des plantes, qui est une grosse polémique pour les modernes, d'ailleurs. Et qui va continuer en fait à influencer les chapitres suivants, les chapitres 7 et 8, qui portent sur les fleurs, effectivement, et les fruits. C'est à la fois une description des propriétés générales des fleurs et des fruits et de leur fonction. À quoi ça sert, pourquoi est-ce que c'est là, à quel moment est-ce que ça apparaît, plutôt qu'un autre. Fleurs qui impliquent aussi les feuilles. Ça peut nous sembler un peu contre-intuitif, mais en latin, c'est le même terme, donc feuilles et fleurs. On sent plutôt les pétales, je pense. Exactement. Pétales des fleurs et des feuilles. Ensuite, chapitre 9 porte sur la question du péricarpe, du fruit. Et chapitre 10 sur les autres protections, les autres types de protection des plantes et des arbres, les différentes couches qu'on peut trouver autour des plantes ou de leurs fruits, ainsi que sur d'autres parties considérées comme essentielles, mais qui n'apparaissent que dans certaines espèces ou dans certains genres. Enfin, chapitre 11, je dis enfin parce qu'il y aura un second départ après, mais chapitre 11, qui clôt ce qu'on considère comme étant une première grande partie, porte sur les parties accidentelles, en tout cas les parties qu'on considère comme étant accidentelles, les parties qu'on considère comme non nécessaires. Des choses comme la mousse des plantes, des choses comme les barbes, c'est ça le terme technique, les barbes des arbres. Les yuba, oui, c'est ça, donc les barbes. Donc, je ne sais pas si tu peux te décrire. En gros, c'est ce qui ressemble à des plantes parasites, les lichens, des mousses qui viennent sur les troncs, et qu'on peut considérer comme des excroissances finalement de la plante. Et en ce sens, c'est des parties accidentelles. Ouais. Ah, il y en a un. Ouais, j'ai pas de domaine. Voilà. Donc, ça, vous voyez ce que c'est les barbes de plantes, les arbres. Donc, on a un premier chapitre qui décrit les plantes. Disons, qui décrit les parties des plantes, une par une, les grandes parties des plantes, toujours sur un mode général. Toujours sur un mode, toute plante a, ou la plupart des plantes, beaucoup de plantes ont ces différentes parties. Même s'il cite beaucoup d'exemples, il dit voilà, il y a un exemple ici dans telle espèce, pour tel genre de plante, mais on n'est pas encore dans les sous-catégories. Parce qu'avec le chapitre 12, il va discuter les 4 genres de plantes qui sont présentes dans la Chétéophras, les arbrisseaux, les sous-arbrisseaux et les herbes. Alors, pour préserver cette classification, mais la fonder de manière originale. En l'occurrence, la fonder, ce sera le chapitre 13, sur les opérations, comme ils appellent, les tâches, disons, comment on traduit, les actions, les activités, différentes traductions, des plantes, à savoir celles qu'il a mentionnées précédemment, donc la nutrition, la croissance et la reproduction. En disant, voilà, il faut que les différences entre les genres et entre les sous-genres se font exclusivement sur des différences qui portent sur le bon exercice d'une de ces 2 grandes opérations, croissance, nutrition ou reproduction. Toute différence qui porte sur autre chose ne peut pas être une différence essentielle qui font une espèce ou un genre. Donc il faut que les différences entre genre et espèce, entre genre et genre, se font exclusivement sur des différences portant sur ces fonctions fondamentales. Donc ça, c'est pour le principe, mais pour être un peu plus clair, il rattache à ces opérations de l'âme différentes parties de la plante.
qui servent soit à la nutrition ou la croissance, soit à la reproduction, et ce qui lui permet donc de créer une espèce de hiérarchie entre un cas empirique, du coup, à partir de ces principes qui sont fondamentaux, qui sont liés à des opérations de la chapitre 14 discutera enfin certains problèmes philosophiques et aussi empiriques qui sont posés par ces principes généraux, notamment la question des plantes stériles, puisque comme toutes les différences doivent être sur base de ces opérations fondamentales, si maintenant il y a une opération qui n'est pas présente, semblerait-il, il n'est plus possible de distinguer les plantes qui sont par exemple stériles, qui ont des difficultés, qui ont des anomalies, disons, quant à la question de la reproduction, de savoir si ces anomalies peuvent être considérées comme endémiques à une espèce ou s'il faut considérer que c'est seulement des individus qui ne rentrent pas dans la définition d'espèce, que c'est des maladies congénitales et contingentes. Alors, donc deux grandes parties. Ce premier chapitre sur description des différentes parties des plantes et de leur fonction générale, et puis une deuxième partie où on fonde la classification sur ces descriptions qui ont été faites au fur et à mesure des 11 premiers chapitres. En fait, ça peut être mis en relation avec une méthodologie que Serafino décrit dans un autre de ses traités, à savoir les questions péripatéticiennes. Les questions péripatéticiennes, c'est un commentaire, disons, de thèses aristotéliciennes, de thèses principalement trouvées dans la métaphysique, la physique et les secondes analytiques. Et il y a notamment quelques-unes de ces questions où il discute la méthode de la science, c'est-à-dire où il essaye de clarifier un petit peu la méthode des secondes analytiques pour voir comment est-ce qu'elle se lie à notamment ce qui se passe dans la physique et la métaphysique d'Aristote, question qui se pose encore pour les interprètes contemporains d'Aristote, je pense, savoir qu'il y a toute une description de la seconde analytique d'Aristote sur comment ça fonctionne une science, et puis on a l'impression qu'Aristote fait un peu autre chose dans ses traités qu'on considère comme scientifiques, que ce soit les parties animaux, etc., ou dans les traités comme la physique et la métaphysique. Césarino discute de tout cela, et dans ce contexte-là, il essaye de proposer une méthode valable pour toutes les sciences, qui consiste en deux mots, en trois grandes étapes, une étape d'induction, une étape de division, comme il l'appelle, et une étape de définition. Il s'agit donc de commencer par récolter du matériel empirique, de partir d'une certaine expérience pour avoir quelque chose à diviser. Dans un second temps, de manière plus déductive, de faire une division sur ce matériau, et seulement dans un troisième temps, de définir l'objet à partir des différences obtenues par la division. Cette thèse que toute division bien faite est une définition, et réciproquement. Si la division est menée à son terme, on a la définition de l'objet qui nous intéresse. Ce qui peut permettre de comprendre le plan du Duplantis. C'est-à-dire qu'on commence par une observation générale des propriétés qu'on observe chez les plantes, en prenant des exemples très fréquents, très réguliers, mais tout en visant toujours un mode général, pour ensuite faire cette division pas à pas et fonder cette division entre les genres et les sous-genres, ce qui permet de définir à ce moment-là les sous-genres concernés et ultimement les différentes espèces. Ça, c'est le projet de l'ensemble du traité. Voilà, donc ce qui importe ici, c'est aussi, une des choses qui importe, c'est aussi de percevoir cet ancrage aristotélicien, en tout cas sur le papier. Donc il y a cette volonté de Serafino de ne jamais sortir de ce qu'il considère, de ce qu'il présente comme étant l'orthodoxie aristotélicienne. Il est même plus aristotélicien qu'Aristote, à bien des égards, puisqu'il veut chercher une cohérence, il veut chercher une unité dans la méthode aristotélicienne, l'appliquer à tous les traits d'Aristote et l'appliquer à ses propres traités de manière beaucoup plus systématique qu'Aristote lui-même. Et ça va l'amener à critiquer beaucoup de ses contemporains, beaucoup des théoriciens du passé, y compris Théophraste, le type Aristote, pour n'avoir pas suivi assez scrupuleusement cette méthode qu'il décide d'enlever chez Aristote. Donc il y a ce discours où, tout en se détachant d'Aristote à bien des égards de ce qu'il fait, dans l'utilisation qu'il fait des observations et de l'empirie, et même dans certaines thèses où on ne trouve pas tout à fait le DNA, une volonté quand même de présenter cela comme étant une simple explication d'Aristote, de l'orthodoxie qu'on trouve dans le traité d'Aristote lui-même, et non pas seulement de la tradition ultérieure. Et donc ça permet déjà de répondre aussi à cette objection qui a été faite par certains historiens de la botaniste qui voyaient finalement le travail, qui minorait le travail de Césarino en disant que c'était une espèce de lecture structurant a priori basée sur l'aristotélisme naïf, etc. Alors, et confuse, parce que même ce n'est pas aristotélicien, alors qu'en fait,
on voit qu'il y a vraiment un recours à des données empiriques très important et que le cadre aristotélicien est surimposé comme une capacité théorique qui permet de justifier l'entreprise dans une large mesure plus que de la conditionne à la base. Donc c'est assez subtil comme rapport entre ce qui est a priori et ce qui est de l'ordre de la justification. Et après, on discute davantage de ça dans le cadre. On verra d'autres exemples via Finali et l'analogie sur lesquels je reviendrai. Mais d'abord, par rapport à la méthode du chapitre principal, si ce n'est que oui, aussi là où il se démarque dans sa méthode, c'est qu'il est là où il y a quelque chose qui peut être vu comme le plus empirique par rapport au contexte de l'époque, c'est une tendance à aller vers des explications d'orthomécanisme en se basant sur quand même un rapport, un certain rapport à la physique de l'époque, ce qui est tout à fait nouveau pour expliquer des processus biologiques qui sont renvoyés à la psychologie aristotélienne. Et pourquoi il en arrive à cette explication mécaniste? Précisément parce que la seule explication aristotélicienne crée des programmes pour rendre compte de certaines facultés chez les plantes, comme la nutrition ou la croissance, qui sont en fait finalement en suspens dans le DNA, qui ne sont pas affectés en tant que tels et qui viennent à certaines aphories que ces actions vous expliquer grâce à des arguments d'ordre mécaniste. On peut peut-être modifier ça déjà sur cette question de. Ça en est avec la question analogique, je vous l'annonçais il y a un instant. C'est-à-dire que dans le premier livre des 26, il y a un rapprochement, je l'avais dit tout à l'heure, assez récurrent entre les plantes et les animaux. C'est-à-dire qu'on va décrire toute une série de propriétés végétales en les comparant à des phénomènes animaux. Par exemple, au niveau de la nutrition, on va dire, tiens, les racines que la plante plonge dans la terre, fonctionnellement, c'est parallèle à ce qui se passe chez les animaux avec les veines qui véhiculent la nourriture jusqu'au ventre. C'est le terme qu'il emploie et qui est déjà quelque chose de présent dans les parties animaux d'Aristote. Dire que la terre joue pour les plantes le rôle analogue au ventre chez les animaux. Et les veines ont la même fonction que les racines. Il y a une sorte de parallélisme fonctionnel entre les deux et que ça permettrait de mieux comprendre comment se passe l'obtention de la nourriture chez les plantes à partir de ce qu'on observe de manière plus familière chez les animaux. Ce principe, là aussi aristotélicien, on explique le moins bien connu à partir du plus familier, du plus connu. Alors, ce genre d'argument lui sert parfois non pas seulement à mettre en parallèle de réalités empiriques observables, finalement les racines des plantes et la terre, c'est des choses qui sont moins bien comprises, mais qui sont néanmoins observables et observées, mais ça lui sert aussi parfois à déduire l'existence de choses qui ne sont pas observables. Parfois, pour certaines espèces de plantes, il dit mais il y a des veines tellement fines qu'on ne les voit pas, mais on peut les présupposer parce qu'il doit y avoir cette analogie qui se vérifie tout le temps. Là, on peut encore dire qu'il y a d'autres plantes, il y a des veines, des racines qu'on observe, d'accord, tout va bien. Mais ça marche aussi pour la question du cœur. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de cœur? Il y a tout un argument chez ces alpins, sur base de questions aristotéliciennes, qui dit que puisque l'âme est censée agir dans tout le corps, il faut qu'il y ait un endroit où elle est son siège, un endroit où elle soit présente davantage et d'où partirait sa puissance, enfin, ses puissances, c'est-à-dire ses facultés. Tout comme on l'observe chez les animaux qui, dans la théorie aristotélicienne du moins, ont un cœur qui est le siège de l'âme et c'est depuis ce cœur que les facultés psychiques partent, qu'elles se répandent dans le corps. Seulement, chez les plantes, on n'observe pas ce cœur. Il n'y a pas un endroit qu'on pourrait isoler en disant, ah, voilà, là ici c'est un organe qu'on pourrait voir et l'âme doit être là-dedans. Mais en vertu de cette analogie, c'est un argument a priori que ces alpins dans un premier temps mobilisent, on se dit, il doit y avoir, comme pour les animaux, il doit y avoir quelque chose comme un cœur, un analogue fonctionnel du cœur chez les plantes. Mais ça mène à toute une série de difficultés qui fait qu'il va lancer cette thèse-là, aussi par localiser après ce cœur fonctionnel. Alors, tantôt dans la moelle des plantes, tantôt au niveau du collet, la jonction entre la racine et la tige. Bon, c'est quelque chose qui fait l'objet de pas mal de discussions.
Mais parfois, l'analogie animale ne marche pas du tout. Et ça, c'est ce que Quentin annonçait, c'est que elle ne marche pas, non pas pour des raisons empiriques, mais pour des raisons internes à la théorie aristotélicienne qui est mobilisée. C'est-à-dire que les plantes, elles se nourrissent, cela tout va bien, comme les animaux aussi se nourrissent. Seulement, ni les animaux ni les plantes ne se nourrissent de tout. On ne peut pas dire que toute la matière peut servir de nutriments à des plantes, pas plus que les animaux. Alors, pour les animaux, c'est pas trop compliqué, il y a une sélection qui se fait. Les animaux sélectionnent ce qui leur convient, enfin, mangent ce qui leur convient et ne mangent pas ce qui ne leur convient pas. Parce qu'ils voient ce qu'ils font, et puis ils le touchent, et puis ils le goûtent, bref, ils ont des sens, ils ont une âme sensitive, comme aristotélicien. Sauf que justement, dans ces mêmes termes du animal d'Aristote, les plantes et les animaux sont distingués par le fait que les plantes ont seulement une âme nutritive, végétative, et pas d'âme sensitive. Si vous avez une âme sensitive, ce seraient des animaux. Par définition, les plantes ne peuvent pas sentir, ne peuvent pas faire de discrimination sur base perceptive. Seulement, si la discrimination perceptive est une condition nécessaire de possibilité d'une nutrition efficace, on se retrouve devant un problème qui est déjà présent dans le texte d'Aristote, en fait. Il n'est pas traité explicitement par Aristote, mais que ces alpins soulignent comme ça ne peut pas marcher. Ce qui fait que ce qu'il pas, il a le contour. En tout cas, il est devant le problème, et ce qui fait qu'il doit trouver d'autres solutions pour quand même préserver ce cas théorique, tout en donnant une explication qui tient la route de ce phénomène clairement observable, qui est que les plantes se nourrissent. Il a besoin de varier. Et pour ça, il va envisager d'autres analogies. Alors, successivement, il envisage d'abord quelque chose qui est plus ou moins animal aussi, à savoir les éponges. Il dit, peut-être que les plantes sont comme des éponges qui parviennent à absorber le fluide nutritif de cette manière-là. Ce n'est pas vraiment au sens animal, c'est au sens de la capillarité. Oui, c'est ça. Certes, c'est une propriété des sont mortes, mais finalement, c'est plus en tant que propriété physique. Oui, c'est ça, c'est déjà plus la propriété, ça, c'est plus un animal, mais c'est pas en tant que. Oui, c'est pas une comparaison de la législation animale. Oui, moi, j'ai trouvé des éponges comme analogie vraiment déjà avec un phénomène physique. Oui, parce que ce qui intéresse, c'est pas comment les éponges se nourrissent, c'est comment les éponges absorbent de l'eau. C'est bien ça qu'on voit, effectivement. On les a fait sécher. Ouais, donc les éponges qu'on utilise, en fait. Les éponges qu'on se sert pour nettoyer. Et c'est là la piste, en fait, des analogies qu'il va employer par la suite, c'est-à-dire qu'il va envisager ensuite une gourde. Ou c'est les ventouses. C'est les ventouses. Ouais, finalement. C'est juste, parce qu'on a discuté jusqu'au dernier moment, ça, de savoir si c'était cette idée d'un vide, en fait, quelque chose qui ferait appel d'air, si vous souvenez bien, c'est-à-dire que par les propriétés physiques, en fait, de la ventouse, qui serait analogue et qui, du coup, ferait un vide où on attirerait le fluide nutritif par là. Et ça ne marchait pas non plus, il me semble que c'était parce que sinon ça absorberait tout, de manière sans distinction particulière. Corrige-moi si même. Attends, je crois que c'était ça l'objection qui se faisait. En tout cas, ça ne marchait pas, quoi qu'il en soit. Oui, c'est ça, ça attirait la terre. Oui, c'est ça, c'est que. On se retrouvait avec une. Donc, surtout, ça attirait l'air. Oui, comme l'air était plus facile à attirer que le fluide, en fait, les plantes se gorgeraient d'air et conflueraient juste sans se nourrir. Donc, ça ne marche pas. Et l'explication qui retient finalement, c'est l'explication de la lampe à huile. C'est-à-dire quand vous avez une lampe avec de l'huile et une mèche qui est plongée dans l'huile et qui, sans qu'il n'y ait aucune sensation de la part de la mèche, on ne peut pas soupçonner la mèche d'avoir une perception sensitive, mais absorbe néanmoins l'huile et pas le reste. Ou dans la filtration par capillarité, c'est comme ça qu'on explique aussi sur un petit schéma. Oui, il y a un schéma. Si ne circule plus, mais voilà, si ça vous intéresse. Voilà. Mais donc, qui est un processus de filtration qui existe encore. Hein, donc, si vous avez de l'eau qui est souillée, qui a des impuretés, que vous mettez une mèche, il est possible que l'eau peut passer dans un autre récipient et sans emporter avec elle les impuretés. Trouver avec le récipient, avec sans les impuretés, avec l'eau d'un côté et les impuretés de l'autre. Là aussi, sans qu'on puisse soupçonner le système de filtration d'opérer une sensation type animale. Donc, il y avait, voilà, ça doit être une propriété comme ça qui explique la nutrition des plantes. Donc là, on a un basculement dans l'analogie. On partait d'une analogie animale et on se dirige de plus en plus vers une analogie de type. Alors, là, on a beaucoup discuté pour la traduction de type artisanal, mécanique, mécaniste. Parce que bon, on n'est pas encore dans le mécanisme au sens strict du terme, comme dans le 18e. C'est pas la porte machine tout à fait, mais on a quand même des chaînes
disons, d'objets mécaniques, d'objets ustensiles qui sont invoqués pour expliquer les propriétés d'objets naturels. En tout cas, un recours heuristique à des éléments empiriques, enfin, pas d'expérimentation au sens vraiment strict du terme, avec un protocole, etc., d'observation quand même de situation. Alors toujours avec une certaine prudence, hein, de la part de ces alpins, donc, avec des termes du genre quasi, terme coam, etc., donc comme si, presque, en quelque sorte, d'une certaine manière, une prudence devant ces apports, on va dire, conceptuels, mais néanmoins, il y a une prudence, mais il n'y a pas d'autre explication. C'est pas comme si c'était une métaphore qui était utilisée pour didactiquement présenter un phénomène, et puis qu'on avait une explication d'un autre ordre, qui serait plus théorique. Là, c'est le schéma explicatif lui-même qui est donné. Il n'y a pas d'autre explication concurrente qui est présentée. Avec, et je vais passer à l'autre thématique que je vais avancer, la question de la nature et de la divinité, qui est une propriété assez intéressante, enfin assez curieuse, étonnante en tout cas, de ce traité sur les plantes. Comme on le rappelait, comme quand on l'a rappelé, César Pino était un philosophe, un théologien, qui était proche aussi du milieu pontifical. Il était un pape, mais il est aussi en dialogue avec beaucoup de personnalités du monde catholique, au monde catholique, on va dire, du haut clergé. Oui, et d'ailleurs, pour l'anecdote, si je me souviens, on l'a convoqué pour libéré sur un cas de possession de oui, ce qui a donné un traité, effectivement. Il a écrit un traité sur les démons suite à une. Donc il fallait savoir est-ce que ces neufs sont atteints d'une maladie mentale, est-ce qu'elles sont possédées par le démon. Ah oui. Qui a donné tout un traité pour savoir faire la distinction entre les deux, pour dire dans quel cas est-ce que c'est les démons et dans quel cas est-ce que c'est autre chose. Voilà, l'importance des médecins et théologiens à la fois. Donc, voilà. Mais du coup, donc, on a quelqu'un qui, a priori, a les deux pieds dans le monde ecclésiastique, et qui pourtant, dans les Depentis Libri, il n'y a pas une seule mention de Dieu. À aucun moment on parle de causalité divine, à aucun moment il y a une question de l'action divine, si ce n'est dans certains choix de verbes. C'est-à-dire que dans les phrases où on parle des propriétés des plantes, on parle des organes des plantes, il est fréquent de dire les plantes ont reçu tel organe pour accomplir telle fonction. Une dimension téléologique assez présente, tout à fait omniprésente même, omniprésente. En général sans sujet, c'est-à-dire que c'est une tournure passive, les plantes ont été données littéralement, donc on parle reçu, ou il a été donné aux plantes, ceci, cela, des tournures personnelles, passives. Je pense qu'il y a deux exceptions, et le sujet là c'est la nature. La nature, une fois la nature, effectivement, une fois les délices de la nature qui témoignent de je ne sais plus quelle chose, c'est les effluves, les parfums, la beauté. Et la beauté, d'envoler lyrique à un certain moment dans ce traité assez inattendu. Mais sinon, l'invocation de la nature, toujours ambiguë, parce que nature, est-ce qu'il s'agit de la nature des plantes au sens, la nature des plantes, comme c'est ceci et cela, on parlerait comme un quasi synonyme de la substance des plantes, en fait, de l'essence, si vous voulez, des plantes, c'est ceci ou cela, mais parfois quand même avec un rôle de sujet. Il semblerait qu'il y ait une forme d'agentivité de la nature, et ça explique aussi pourquoi il aurait pu, entre autres, être accusé de pantéisme par certains contemporains. Alors, il y a quelques explications qu'on peut trouver toujours dans cet autre traité, les questions péripatéticiennes, où là, par contre, il parle de Dieu, mais quand il parle de Dieu, c'est le Dieu de la métaphysique d'Aristote, le Dieu comme cause finale de toutes les choses dans l'univers qui ont pour but la contemplation de ce Dieu intellect, et que c'est ça qui met en mouvement leurs différentes actions, en argumentant contre les conceptions d'un démiurge, en disant que les démiurges, l'idée d'un démiurge qui aurait créé, qui aurait mis les différentes propriétés dans les plantes, dans les animaux, etc., c'est du platonisme, c'est du crypto-platonisme, c'est une incursion du platonisme dans l'ordre rationnel de la nature, qui doit pouvoir s'expliquer uniquement par les propriétés de chaque être, sans avoir besoin que ce soit quelque chose de l'extérieur qui mette artificiellement les propriétés des unes à côté des autres, parce que du coup ce serait moins harmonieux, le système serait moins bien fait. Et juste si je peux me permettre une parenthèse là-dessus, ce qui est intéressant aussi et qui fait que ce côté des plantistes est intéressant du point de vue de l'histoire des sciences, c'est que certes, ça reste un traité aristotélicien de la Renaissance qui fait une grande place au finalisme, et donc, comme on l'a dit, à l'usage de la nature, mais Dieu est absolument pas présent. C'est pas de la science chrétienne, quoi. Enfin, il n'y a absolument aucune référence à Dieu ou au dogme en tant que tel dans son traité. Et ça, c'est quand même aussi
important de le souligner. Mais par contre, ce finalisme a une fonction quand même explicative. Donc déjà, parce que c'est pas juste une décoration, c'est pas juste quelque chose qui consiste à dire t'as un but. Parce que en termes de nécessité d'explication, il faut expliquer la fonction de toute chose. C'est-à-dire que négativement, quand quelque chose perd sa fonction, quand quelque chose n'est plus utile, c'est considéré par Cisalpino comme étant une raison suffisante pour que la chose disparaisse. Les feuilles de certaines plantes se fanent à certains moments de l'année ou à certains moments de leur maturation parce que leur fonction n'est plus nécessaire. En l'occurrence, Cisalpino attribue comme fonction aux plantes de protéger, je crois que c'était le fruit, des rayons de soleil et de la chaleur excessive, de dire voilà, les fruits quand ils naissent, ils sont fragiles et donc s'il y a le soleil qui tape dessus, ils vont mourir avant d'être en maturation. Donc la plante a besoin de feuilles. Et les plantes dans certains pays, dans certains climats, ont besoin toute l'année, d'autres ont besoin seulement une partie de l'année, parce que c'est à ces moments-là que le soleil tape. Quand le soleil ne tape plus, quand il n'y a pas assez de soleil, quand le fruit est déjà suffisamment bien développé, ou à d'autres protections, les feuilles tombent parce qu'elles ne sont plus utiles. C'est considéré comme une raison suffisante, un principe explicatif, de dire c'est devenu inutile, donc ça peut disparaître. Dans le sens, il n'y a rien qui subsiste s'il n'y a pas une fonction de cette chose-là. Donc c'est pas, enfin, voilà, donc ce finalisme donne des clés d'explication, donne des arguments, en tout cas dans la perspective de Cisalpino, pour expliquer la présence ou l'absence de certaines parties des plantes. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses Moi, je dois parler de la classification quand même, qui est pourquoi en fait le traité est plus connu et qui rend aussi important dans l'histoire des sciences. Donc en fait, tous les commentateurs en histoire de la botanique, quasi unanimement sauf certains, disent en fait le Duplantis c'est le premier traité de botanique moderne, en tout cas le premier traité de systématique, dans le sens où il développe une classification du vivant. Cependant, très peu de commentateurs ont eu accès au texte latin lui-même. Et donc, si les botanistes de l'histoire très importants, John Gray, Adamson, Linné, se revendiquent même de Cisalpino, le citent parfois en reprenant des phrases telles quelles, et lui doivent un tribut important. De plus en plus, à partir du XXe siècle, en fait, on perd le rapport à ce texte. Et donc, les sources secondaires, finalement, se contentent très souvent de citer de deuxième main un peu voilà, des apports importants en quelques lignes de Cisalpino, mais sans faire ce travail vraiment d'étude du texte, de commentaires qu'on a fait. En partie parce qu'il n'y a pas de traduction, en fait, jusqu'à maintenant. Et donc, si jusqu'au 19e, les botanistes lisent le latin, c'est et donc, c'est important de revenir au texte pour comprendre vraiment la position de cette classification dans l'histoire des sciences, d'autant que, comme j'ai dit, pour certains commentateurs, même si ce n'est pas l'essentiel, finalement, ce sera un auteur mineur qui aurait juste appliqué une méthode aristotélicienne et aurait rien révolutionné. Donc, c'est important de faire la part des choses. Et donc, ce qui est certain, c'est qu'il est le premier à opérer une classification stable et cohérente à partir de principes philosophiques. Donc, il y a ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une réflexion vraiment épistémologique autour de la classification. Et pas juste une réflexion d'ordre utilitaire comme c'était, ou médicale comme c'était le cas avant. Donc, comment ça se passe? En fait, en observant les similitudes et les différences des différentes parties des plantes et en les comparant et en les organisant par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment typique de ce qu'on appelle une classification naturelle qui vise une certaine exhaustivité dans la comparaison des caractères par rapport à une classification artificielle qui se baserait uniquement sur un caractère décidé a priori par rapport auquel on organiserait l'ensemble de la classification. Comme ça se faisait beaucoup à l'époque, même s'il y avait déjà eu des tentatives un peu plus naturelles de classifier. D'autres auteurs comme Jean Ruel, qui est en fait un des seuls auteurs contemporains dont on peut percevoir clairement une influence sur Cisalpino dans la mesure où il le cite explicitement, et c'est pratiquement le seul qu'il citera. Alors, il y a aussi une influence quand même de ces positionnements par rapport aux auteurs de l'époque, aux arguments, etc., qu'on a décelé grâce à l'analyse du texte, où Rampin a quand même observé des différences dans l'usage de l'utilisation des pronoms.
quand il parle en nous, ou quand il utilise un contracteur lambda, ou quand il dit on plutôt que voilà. Et donc on voit vraiment qu'il avance, quand il avance, enfin, on peut deviner quand il avance ses propres positions et ses innovations. Alors certes, il reprend les 4 grands genres de Théophraste comme une base, mais en fait, il les justifie par rapport donc, à l'aristotélisme, comme ça a été dit, par rapport donc, à la fonction de nutrition, donc qui permet d'organiser la manière dont cette plante plus se reproduise. Et il va estimer que finalement, et là c'est effectivement ce qui lui a été reproché, hein, on peut établir une classification naturelle à partir de la fonction de reproduction qui est la plus essentielle. Donc, il faut partir de celle-là, lui associer les caractéristiques des parties des plantes qui ont trait à l'usage de la fonction reproductive, donc en fait les fleurs, les graines, les fruits, enfin les fleurs, les fruits et les graines plutôt. D'où la priorité de ces caractères pour opérer une vision des gens. Et puis seulement, on s'intéresse de façon secondaire aux feuilles, aux tiges, etc., qui sont liées à la fonction de la croissance. La nutrition du développement, donc faculté qui est jugée moins intéressante. Alors, certes, ça renvoie à l'aristotélisme, mais il n'empêche que, du point de vue d'une classification naturelle et par observation empirique, ce qu'on peut constater dans les faits, c'est qu'effectivement, les caractères des fleurs, des fruits et des graines sont beaucoup plus stables, cohérents, pour faire des regroupements naturels de familles qui sont proches, contrairement à des caractères qui sont très labiles, même de plantes qui, a priori, sont les unes des autres. Et donc, c'est ça qui rend sa classification très moderne et qui lui permet en fait aussi, grâce à son sens de l'observation, de déceler des caractéristiques morphologiques très importantes de la structure des fleurs, des fruits et des graines à un niveau technique qui a encore d'usage maintenant. En fait. Donc, en ce sens, il est très important pour l'histoire de la systématique, même s'il a pu être critiqué donc, par des auteurs ultérieurs pour ses vues qui seraient strictement a priori aristotéliciennes. Alors certes, comme je dis, il invoque ce cadre des facultés de l'âme, etc., mais en fait, finalement, quand on connaît un peu son rapport plus général aux matériaux empiriques à travers son herbier, etc., on se rend compte que, vu le contexte de la Renaissance de l'époque, c'est une étape obligatoire de justifier son travail scientifique par rapport à des vues philosophiques aristotéliciennes. Et donc c'est beaucoup trop rapide de dire « Ah, ben, il est aristotélicien, du coup, il a répondu à un truc qui serait basé sur une déduction principale aristotélicien. » En fait, en réalité, on se rend compte en étudiant vraiment les matériaux qui sont les siens, qu'il y a une constance de l'observation pendant des années, au moins 30 ou 40 ans, qui ont permis d'affiner sa classification. Et après, il a écrit le traité dans lequel, du coup, il justifie cette stabilité, cette cohérence grâce à des principes de la méthode et de thèse aristotélicienne. Même si, évidemment, il faut pareil. Donc, il se base vraiment sur l'observation et justifie ses conclusions par les principes aristotéliciens, à mon avis, plutôt dans un second temps. Par contre, c'est vrai que le résultat de sa classification n'est évidemment pas parfait. Hein. Il ne faut pas non plus voir dans sa classification sa méthode naturelle, légère de tout ce qui va suivre, comme certains de lecture positivistes extrêmement progressistes, commentateurs du 19e siècle ont pu le voir en allant jusqu'à dire finalement c'est le seul auteur, le seul botaniste du 16e siècle dont on devrait conserver le nom dans les manuels. Donc là, c'est extrêmement aussi historiciste, hein, finalement. C'est pas non plus cette lecture qu'on a voulu donner dans le commentaire qu'on en a fait, mais c'est beaucoup plus subtil. Mais voilà, il y a aussi des limitations intrinsèques à ce qu'il propose, parce qu'au-delà des plus grandes facultés de l'âme qui permettent la classification, il n'y a pas de hiérarchisation claire des caractéristiques. Comment opérer une diagnose à partir de telle ou telle caractéristique de façon prioritaire, et puis quel est le poids respectif de ces caractères les uns par rapport aux autres. Et en fait, ça, c'est une question très importante qui va occuper les botanistes jusqu'au XVIIIe siècle. En fait. Il faut attendre la classification naturelle de la famille Lucieux à la toute fin en fait, du XVIIIe.
pour avoir la réponse à ces questions-là. Et donc, finalement, entre 1583, ces alpinos et puis Jussieu, on a évidemment des évolutions classificatoires, mais qui ne sont pas aussi significatives au niveau de la méthode naturelle que l'innovation de ces alpinos et puis la manière dont on la met en pratique vraiment Jussieu. Et donc, même l'idée a un système de classification artificielle et admirait énormément ces alpinos pour avoir réussi à proposer quelque chose de naturel. Donc, il avait aussi l'ambition de produire lui-même un tel système de classification naturelle, ce qu'il n'a jamais réussi à faire. Enfin, il le dit à plusieurs reprises, il voudrait suivre ce modèle, mais il ne le fait pas parce que pour des raisons pratiques, il se base d'abord sur des classifications artificielles pour ordonnancer la multitude des plantes et avoir un système utile à l'usage pour se repérer dans la diversité, identifier, etc., mais qui ne reflète pas la naturalité des affinités entre plantes. Donc voilà, tout ça en fait des figures vraiment très importantes, même si évidemment il y a des principes métaphysiques qui guident très largement son système et ses justifications, notamment aussi l'idée qu'il y a un finalisme omniprésent et l'idée qu'il y a des justifications qui sont orientées vers une certaine perfection. Les plantes sont organisées selon leur supposé niveau de perfection ou le supposé niveau de perfection de leur faculté ou de leur fruit, etc. Alors aussi, ce qui est intéressant au niveau de la place de ces alpins dans l'histoire des sciences, l'histoire de la pensée, peut se déceler à travers le rôle de l'illustration, puisque contrairement à tous les traités, presque tous les traités de l'époque de botanique, il n'y a aucune illustration dans le dépôt. Et donc ça, c'est quelque chose de vraiment très particulier parce que tous les herbiers de l'époque sont souvent illustrés, avec en fait un niveau d'illustration très variable, souvent plus mauvais, réaliste, on va dire. Alors on peut y mettre plusieurs hypothèses. C'était une question de budget, parce qu'on sait que ça coûte extrêmement cher, l'imprimerie, etc., d'avoir des gravures. Mais en fait, c'est pas a priori, c'est pas la raison. Ce serait une raison contingente, mais c'est pas ça qui fait que le traité n'est pas illustré, parce que finalement, il y avait beaucoup de décès qui auraient pu peut-être les financer. D'ailleurs, il est même l'hypothèse qu'il aurait pu faire. Donc, c'est pas pour ça. Alors, on peut se dire aussi, peut-être qu'il reste quand même dans un. Quelque part pris dans le statut médiéval de l'image, qui est très dévalorisé, dans le sens où, à l'époque médiévale, l'image est quand même associée à l'illettrisme, etc. Donc, on survalorise le texte au détriment de l'image, ça pourrait être ça, mais en fait, non, c'est pas vraiment ça non plus a priori, même si peut-être ça joue, c'est surtout le fait que quand on étudie en fait les lettres de dédicace de son herbier et des plantistes lui-même, on voit qu'en fait, c'est de nouveau un choix méthodologique assumé. C'est-à-dire que pour lui, l'illustration en fait est trompeuse, surtout parce que les illustrateurs eux-mêmes sont peu efficaces et trompeurs. Ils ont tendance à rajouter, enlever, pas représenter fidèlement certaines choses. Et même si c'est bien exécuté, finalement, selon lui, l'illustration n'atteindra jamais le niveau de précision qu'une description, une définition bien élaborée permet de le faire. Et ça, c'est extrêmement aussi intéressant du point de vue de la nomenclature moderne et de la systématique moderne, parce que ça préfigure en fait la nomenclature binomiale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on propose une définition d'un genre, qui regroupe plusieurs espèces, qui est rigoureusement définie, claire, cadenassée, qu'on ne peut pas confondre avec un autre, on a une différence spécifique, ben, en une seule phrase qui définit le genre, on peut finalement rajouter en plus les caractéristiques qui sont les différences essentielles avec une espèce, viser une espèce dans son exhaustivité finalement. Donc si on a une définition qui est bonne, on n'a pas besoin d'une illustration. Et donc, quelque part, le fait de ne pas utiliser d'illustration vise à démontrer l'efficacité de son système par performativement. Il dit, ben voilà, je ne prends pas d'illustration parce qu'en fait, j'estime que ma méthode de classification naturelle et les descriptions sont assez puissantes pour pouvoir identifier n'importe quelle plante, et ça va même au-delà de ça, et c'est en ça que aussi ça préfigure vraiment
caractéristique très moderne des sciences, c'est que c'est un pouvoir prédictif. Donc il dit, même une plante qu'on n'a pas encore découverte, finalement, si vous me l'amenez, je pourrais vous dire, juste en identifiant, même sans la voir, si vous me donnez ces caractéristiques par rapport à mon système, je pourrais vous dire dans quel cas elle va et à quel plan elle appartient. Et donc ça, c'est très puissant, finalement. Et ça explique pourquoi le statut de l'illustration est différent en fait, de ce qu'on observe dans les herbiers médiévaux, et même en fait, finalement, dans les herbiers de la Renaissance pendant encore des siècles après lui, puisqu'il a été très peu, en fait, le développement a été très peu compris par ses contemporains. Il faut attendre 2 générations des frères Bohain, beaucoup plus tard, en fait, pour qu'on comprenne, qu'on commence à comprendre l'importance en fait de la pensée de ces albinos, et entre autres parce que c'est un texte qui est vraiment difficile d'accès, et donc il a été discrédité pour ça, et parce qu'il était en avance sur son temps. Et alors, un autre élément très important qui permet de comprendre le rapport au savoir, typiquement innovant qui développe à l'époque, c'est en fait le recours aux herbiers. Donc l'herbier, avec la technique inventée par son maître, dont on sait très peu de choses, parce qu'on n'a aucun écrit vraiment, presque aucun écrit mais par contre, on a plein de sources qui nous disent à quel point il était exceptionnel. C'est quelqu'un de génial, c'est presque hagiographique, tout ce qu'on dit sur lui, mais on n'a rien de. C'est très bizarre. C'est un peu le secret de la botanique. Du coup, on se base sur ce que ses élèves en disent, Aldrovandi et cet albineux notamment, qui en fait sont importants parce qu'on a conservé leurs herbiers, dont l'herbier de ces albinos, qui est un des 6 plus vieux qu'on a dans le monde, et dans lequel on a, en fait, comme je l'ai déjà évoqué, une organisation classificatoire. On n'a pas juste mis pêle-mêle des spécimens ou pas leurs usages, en fait, comme dans les autres herbiers et les symbos qu'on a conservés. Il est nettement supérieur d'un point de vue scientifique parce qu'il y a un ordre. Et aussi, pourquoi l'herbier est important? Parce que il supplée en fait au rôle défaillant de l'illustration, c'est-à-dire qu'on a une forme de réalisme, d'empirisme, on a accès aux vrais spécimens qui est un élément de la réalité qu'on peut observer à n'importe quelle période de l'année, à n'importe quel endroit, on peut s'échanger des herbiers à travers l'Europe, etc., à travers la communauté des intellectuels, s'envoyer des spécimens. Et donc, ça, c'est tout à fait nouveau, cette technique de conservation qui permet de garder les caractéristiques du spécimen tel qu'il est dans les livres, à peu près. Et donc, permet aussi de se passer, en fait, un rapport parfois idéalisé qu'on a à travers l'illustration, ou en tout cas moins fidèle, puisqu'on a le vrai spécimen qui lui-même peut être observé directement dans les jardins botaniques qui sont ouverts à la même époque. Donc, Pise est un des tout premiers jardins à la Renaissance en Italie. Et puis après, il y en aura d'autres endroits, mais c'est vraiment là que ça se passe. Alors, en plus, ces alpinos collectent lui-même sur le terrain. Il fait des expéditions, etc. Donc, il a vraiment un sens pratique, une expérience, un sens de l'observation qui s'est développé. Donc, finalement, tous ces commentateurs qui disent oui, tu as et tout, c'est vrai, mais c'est à vraiment recontextualiser. Alors, il me reste juste un mot à dire sur son rapport à la physiologie, qui est aussi intéressant. Je vais aller très vite. Parce qu'il a été crédité d'avoir découvert en fait, la circulation sanguine. Il y a tout un débat pour savoir est-ce que c'est Harvey ou lui. Finalement, bon, les historiens des sciences tranchent en faveur de Harvey, mais on ne peut pas minimiser le rôle très important qu'il a eu quand même dans ces questions et ces débats, parce qu'il a quand même découvert certains éléments importants de la circulation, enfin, de certains éléments importants du système circulatoire, en tout cas en tant que médecin. Et par ailleurs, il développe, comme on l'a dit, des visions un peu tentatives un peu mécanistes d'explication de la circulation de la sève chez les plantes, etc. Et puis dans le commentaire, si ça vous intéresse de lire, vous verrez qu'il développe une espèce de théorie de l'emboîtement des différentes couches, donc des différents tissus des plantes auxquels correspondent des propriétés et qui seraient liés à l'environnement des différentes parties. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça. On pourra revenir dessus plus tard si ça vous intéresse. Voilà. D'accord, donc
Je suis censé enchaîner. Bon, mais écoutez, en fait, j'ai plus grand-chose à dire parce que vous avez tout ce que je voulais aborder, mais peut-être simplement en quelques moments. Tout d'abord, je voulais souligner que, enfin, je trouvais que c'était un livre vraiment très impressionnant. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, en fait. Ah bah merci. C'est pour ça que il y a tellement de dimensions différentes. Donc, bon, vous avez tous les deux rappelé que finalement, le traité a été peu cité, etc., mais notamment parce qu'il n'y a pas de traduction en Angleterre. Mais ce n'est pas seulement qu'il n'y a pas de traduction en Angleterre, c'est que le texte n'a plus été réimprimé depuis 15 ans. Ah oui, il n'a jamais été. Donc, l'accès, il n'est pas seulement latin. Le problème, c'est simplement l'accès au texte humain. Et donc, ça, on commentaire à rappeler, mais c'est un vrai travail d'édition, donc avec normalisation de l'orthographe, correction parfois du texte latin, etc. Division en paragraphes, ce qui est vraiment pas rien et extrêmement utile. Il a peut-être ajout de titres, etc., qui rendent le texte beaucoup plus lisible. Et puis alors une traduction du latin, mais bon, latin de la Renaissance, avec tout un héritage scolastique en plus. Et donc des termes techniques, mais qui désignent des plantes dans des termes qui sont plus du tout ceux qui sont d'actualité, d'ailleurs. Donc il vient retrouver ce qu'il y a là derrière, et puis en plus vous traduisez ça en anglais. Donc, voilà. Et puis une introduction et un commentaire extrême qui situe vraiment les choses qui a montré qu'il y a la richesse de le commentaire, à la fois d'un point de vue historique, d'un point de vue philosophique. En plus, c'est richement illustré grâce à des photos, notamment prises par Quentin en particulier, si j'ai bien compris, des schémas réalisés par Quentin, en couleur, etc. Donc en plus, c'est un très beau livre. Bon, très beau, et je pense que, certainement, je suis sûr, extrêmement utile pour les chercheurs qui travaillent sur ces questions. Parce que, en plus, il y a des index très bien faits, franchement thématiques, etc. Enfin, c'est vraiment un travail assez très impressionnant. Un très bel exemple de collaboration et de complémentarité entre deux chercheurs vraiment qui travaillent sur des choses tout à fait différentes et qui arrivent à trouver vraiment une manière de collaborer qui est très pertinente et très fructueuse. Sujet. Voilà, donc c'est vraiment un travail considérable. Et ce que je voulais dire par le fait que je ne m'attendais pas à ça, c'est que très franchement, quand Quentin m'a dit en cours de thèse, ah oui, je commence à travailler avec Quentin, quand m'a dit, je commence à travailler avec Quentin sur la traduction d'un traité. D'accord, bon, donc ça c'était en parallèle de sa thèse. Il a fait ça. Je ne soupçonnais vraiment pas l'ampleur du travail que ça représentait. Sinon, en fait, j'aurais refusé. Donc, heureusement que je ne le savais pas, parce que ça ne t'a pas empêché de faire une thèse remarquable par ailleurs, mais franchement, il faut se faire un Et si je peux juste préciser, en fait, au début, on a juste fait des extraits. Et puis, c'est Quentin qui m'a dit, oh, ça serait quand même bien qu'on fasse. Et moi, je lui ai dit, écoute, si moi, je ne serais pas permis de te demander, parce que c'est que tu as fait. Et si tu es motivé, c'est voilà. l'idée de lire, en fait, pour pouvoir traduire un film, sans avoir lu moi là-dessus, le côté imitant, voilà. Mais par contre, effectivement, au niveau du travail des commentaires, il y a eu effectivement un volume de travail imprévu sur des scènes non linguistiques. Mais bon, je pense que ça valait la peine. Hein. Certainement, ça va être l'ouvrage de référence à un concept, non seulement sur cet auteur, mais je pense que ça va être remarquable pour tous les chercheurs. Alors, bon, voilà, les thèmes sur lesquels je voulais insister, en fait, vous avez déjà beaucoup abordé, mais peut-être juste pour lancer la discussion. Hein. Bon, évidemment, moi, ce qui m'a directement intéressé, n'étant absolument pas spécialiste de questions botaniques, ni même d'ailleurs des questions de biologie aristotélicienne, ce qui m'a intéressé le plus, c'est la position de César Pinault au croisement, d'une part, du développement des sciences de la Renaissance, avec notamment l'accumulation d'observations empiriques très complètes, précises, l'expédition, la confection d'un navire, etc. Donc il y a tout cet aspect-là. Et puis, en même temps, l'héritage aristotélicien, puisque, comme on l'a rappelé, c'est écrit des questions péripatéticiennes 1571.
et un traité philosophique dans lequel Césatin reprend à son compte finalement, ou en tout cas interprète, propose une interprétation et me semble-t-il, si j'ai bien compris, il reprend à son compte la méthode aristotélicienne de recherche des principes avec ces trois étapes, induction, division, définition. Alors, je voudrais quand même juste préciser, parce que dans ce que je n'avais pas du tout senti ça quand j'ai lu le livre, mais en vous entendant, quand même une petite précision. Donc d'abord, vous expliquez très bien l'induction comme consistant à partir d'une observation et remonter jusqu'à un universel, mais qui présente une certaine confusion, qui est encore confus, indéterminé dans un premier temps, d'où la nécessité de la division pour le préciser, qui aboutit finalement à une définition. Mais là, tous les deux, tout à l'heure, vous avez parlé à propos du moment de la division comme d'un moment déductif. Ce n'est pas le cas chez Aristote. Donc toute cette méthode qui aboutit à la définition, elle fait partie d'un mouvement inductif. Donc la déduction, elle commence seulement après, c'est-à-dire jamais, en fait, chez Aristote, elle commencerait avec l'exposé finalement de la science à partir des principes qu'on a atteints par toutes ces méthodes. Donc dans tout cela, en fait, on est dans l'induction aristotélienne. Alors c'est d'ailleurs, il y a des textes d'Aristote qu'on présente souvent comme une critique de la méthode de division platonicienne, où il dit on ne sait pas démontrer avec cette méthode, par exemple. Mais ce n'est pas des critiques, en fait, c'est simplement la méthode précise. La division n'est pas une méthode déductive, n'est pas une méthode démonstrative, mais ça ne m'empêche pas de l'utiliser parce que justement, on a besoin de l'induction aussi. Et donc il y a des textes où il dit que la division est plutôt analogue à l'induction, en tout cas il y a un approche de l'induction. Donc, et j'ai pas trop compris non plus pourquoi tu parlais de méthode En fait, ça vient des commentateurs. En fait. D'accord. Et qu'on lui a reproché d'être dans la déduction. Mais parce que par rapport à ce que tu disais maintenant, moi j'avais plutôt compris dans l'introduction, et j'avais peut-être aller encore un peu plus loin que vous, enfin, suggéré en tout cas, que plutôt que de dire que en fait il se détache beaucoup de Aristote, etc., en réalité, moi j'ai plutôt un peu qui le comprend bien, à la différence de notamment sans doute de commentateurs contemporains qui voient en Aristote, je sais pas moi, dans la méthode aristotélicienne, une méthode a priori, je ne vois même pas ce que ça veut dire chez Aristote. A priori, non, c'est la méthode aristotélicienne. Alors évidemment, fondée sur une accumulation de données empiriques incomparables et avec l'histoire qui précède, etc. Alors, c'est ça qui m'intéressait notamment par rapport à la question de la classification. Finalement, c'est le fait que, ça je n'avais jamais pensé à ça de cette manière-là, mais étant donné que Linné lui-même insiste sur son admiration de sur cette question-là, et peut-être de ce qu'il lui doit aussi finalement, enfin inscrit en tout cas ses propres avancées dans la continuité, on peut dire peut-être avec évidemment différence. Et moi, ce qui m'a frappé en lisant votre travail, c'est la continuité justement qu'il y a entre cette méthode moderne de classification finalement via Césatin et la méthode aristotélicienne, et puis au-delà, même, on pourrait dire Platon. Alors j'avais prévu de vous lire, mais je ne sais pas si j'ai le temps, et puis à mon avis, vous connaissez tous le fameux fragment d'Épicrate sur la division, en tout cas la définition de la citrouille. Je ne sais pas si vous voulez. Je vous rappelle, certains connaissent. Donc Épicrate, c'est un comique contemporain de Platon, et donc il a écrit ça. C'est un fragment, un dialogue entre deux interlocuteurs anonymes, donc c'est A et B. Et donc voilà, que font Platon, Speusippe et Ménédème? À quoi présentement passe-t-il leur temps? Quels soucis, quels problèmes occupent leur recherche? Dis-moi cela du fond de ta sagesse si tu en sais quelque chose par la tête. Et B répond, mais je peux en parler avec exactitude, car au Panathénée, j'ai vu un troupeau de jeunes garçons dans les gymnases de l'Académie, et j'ai ouï des choses ineffables, effarantes. Ils définissaient en effet les êtres de la nature, ils distinguaient les animaux d'après leur genre de vie, et les arbres d'après leur nature, les légumes d'après leur famille. Et parmi ceux-ci, c'est la citrouille qu'ils examinaient, cherchant de quelle famille elle est. Et qu'ont-ils bien pu définir? Dans quelle famille rangeait-il cette plante? Explique si tu sais. Tout d'abord, tous ensemble, sans souffler mot, ils la considérèrent, et penchés sur elle, songèrent assez longtemps.
Puis soudain, alors que toujours penchés, les jeunes garçons poursuivaient les recherches, c'est un légume rond, dit l'un, une herbe, dit l'autre, un arbre, le troisième. Voyant cela, un médecin venu de la terre sicilienne leur pétait au nez, disant qu'il était résolu. Poésie ancienne, c'est jamais très polémique. Alors, ah, quelle terrible colère ils durent prendre et crier qu'on les insulte, car faire cela en compagnie, c'est inconvenant. Nos jeunes gars n'y prirent même pas garde, et Platon, qui était là en toute suavité, sans une ombre d'humeur, leur donna l'ordre de recommencer l'examen de la citrouille et de déterminer à quelle famille elle. Eux, alors, de diviser. Alors, ça m'amusait parce que voilà, c'est la citrouille, quoi. Hein, donc, quand on veut se moquer de Platon, la division platonicienne, c'est parce qu'on applique ça aux plantes, etc. Donc voilà, alors évidemment, la division platonicienne, c'est une division dichotomique. En fait, pas toujours, à vrai dire. Platon lui-même dit qu'il faut essayer de diviser en deux, mais si on n'y arrive pas par le nombre le plus proche possible de deux. Et en fait, ça aussi, ces Alpins, quand même, on a l'impression qu'ils suivent ce modèle, puisque, tu l'as rappelé, Quentin, même s'il admet la division en 4 genres de Théophraste, en fait, il propose de la fonder dans une double dichotomie. Hein. Parce que donc, si j'ai bien suivi, hein, c'est en fonction de la tige, donc est-ce qu'il y a une tige ou plusieurs tiges, et puis est-ce que la tige est en bois ou pas en bois, et alors on obtient arbre, arbrisseau, herbe et sous-arbrisseau. Donc, double dichotomie, et puis après, alors, je ne sais pas si Élie peut montrer, mais donc c'est à la page 45. Normalement, il y a un signet dans le gauche. Vous pouvez voir, vous pouvez me faire passer, mais donc on voit la classification de ces Alpins, et donc on voit bien hein, que c'est. On voit bien que c'est effectivement, il essaye quand même, donc évidemment, c'est pas dichotomique, mais c'est le nombre le plus petit possible. Alors, donc ça, c'est quand même un héritage platonicien d'une certaine manière. L'héritage aristotélicien, il est aussi dans le fait qu'il s'agit de diviser selon des caractéristiques essentielles et pas accidentelles, donc justement pas les propriétés médicales, culinaires, etc., mais pas l'entreprise. Et puis, en fonction des parties de la plante. Donc tout ça, finalement, est très proche d'Aristote. En tout cas, l'inspiration aristotélicienne me semble très présente. Et c'est un Aristote bien compris. C'est plutôt ça que. C'est pour ça que Quentin disait il est plus aristotélicien qu'Aristote, parce qu'il veut pousser son système. Je n'ai pas dit qu'il comprenait mieux Aristote que Aristote se comprenait. Mais il va l'appliquer à des personnes en puissance Aristote. De cette manière-là, en tout cas. Voilà. Et donc ça, pour moi, c'était vraiment intéressant de. Bon, avec Raphaël, on avait organisé une histoire de télévision, on s'était arrêté à Scott Aliden, mais je ne pensais pas qu'il y avait une continuité à tracer jusqu'à l'idée, pratiquement. En tout cas, qu'il y avait moyen de voir les intermédiaires. Voilà, je ne sais pas si. Déjà, merci pour ton commentaire et ta lecture. Si j'ai apprécié la qualité scientifique de ce travail, qui nous a occupé, sur lequel on a su sans et haut, en traitant de chaque virgule, chaque mot, votre avis, au moins 10 fois, on a fait au moins 10 versions du texte, parce qu'après, il fallait que ce soit lisible dans un style en français qui soit acceptable. En français et en anglais, parce qu'on a fait aussi une traduction. Ouais. Si on avait publié des extraits déjà. Et d'ailleurs, on est en discussion avec les PFF pour la publication de la traduction française. On va voir si ça fait. Alors, par rapport à ce que tu disais au début sur le rapport à ce qui est a priori, etc., en fait, c'est le terme du documentateur qui réinterprète en fait, les historiens de la mécanique de façon parfois très naïve, en fait, la manière dont ils placent la théorie de la connaissance chez ces Alpins. Et donc, tu disais aussi autre chose que tu avais eu une impression. Que tu n'as pas eu cette impression en lisant le livre en s'écoutant. Oui, c'est ça. Dans l'introduction, le commentaire, etc., moi,
plus senti que vous insistiez sur l'héritage. Oui, c'est ça, voilà. Bien récupéré. Oui, non, mais en fait, ça, c'est notre interprétation. Mais par contre, c'est pas du tout celle qui prévaut dans la littérature qui sont principalement des historiens de la botanique, et pas du tout des philosophes, ou alors les philosophes ont commenté de la théologie et des questions mais pas du tout le déterminisme. Et du coup, ils ont une vision un peu caricaturale, finalement, où soit c'est déductif, soit c'est inductif, soit c'est a priori, soit c'est a posteriori, qui est même un cadre épistémologique par rapport à la façon de penser les choses. Et c'est ça que je disais, il y a des lectures très positivistes qui disent au 19e, Aristote, c'est de la purement déductif, avec des vues a priori. Alors, il y a une citation on peut lire au début, qui est, je trouve, vraiment truculente dans l'introduction sur la façon dont c'est reçu au 19e, dans l'encyclopédie des sciences de l'époque. Donc voilà, je cite donc un dictionnaire de 1873 qui s'appelle le dictionnaire encyclopédique des sciences médicales et qui donne un peu la façon dont c'était décrit et expédié dans la façon de faire l'histoire des sciences de l'époque. Donc, César Pino était un de ces génies supérieurs dont la pénétration surmonte les plus grandes difficultés, mais il fut trop servilement attaché à la doctrine d'Aristote qu'il défendit avec chaleur contre celle de Galien, adoptée par les écoles de ce temps-là. Ses écrits philosophiques ne respirent que la doctrine aristotélique exprimée, il faut bien le dire, d'une manière entortillée, diffuse, qui les rend très difficiles à comprendre, ne présentant souvent qu'un tissu inextricable de mots vides de sens que chacun peut interpréter comme il l'entend. Aussi, pour éviter une lecture extraordinairement fatigante, devant laquelle l'esprit le plus tenace se trouve vaincu, peut-on conseiller aux amateurs de l'ancienne philosophie de laisser là le texte même du médecin italien. Bah, sujet suivant. Et donc ça, c'est une lecture quand même très contrastée à beaucoup dans les commentaires de l'époque. C'est-à-dire que c'était incompréhensible, même pour des contemporains, en fait, finalement, peut arriver à... Parce que c'était des botanistes, c'est forcément des gens qui étaient aussi versés dans l'aristotélisme et la philosophie en général que César Pino. Donc, en fait, ça explique aussi pourquoi, quelque part, son héritage a été si difficile à mettre en évidence. Effectivement, par rapport à cette fidélité, alors, il s'en rend compte explicitement, il ne fait rien d'autre que Aristote. Cette question de la déduction-induction, il présente quand même, dans l'éducation mathématicienne, ces états vraiment comme induction, déduction, et puis la définition comme étant résultat de synthèse des deux, mais pas que c'était une définition bien faite, une définition était une définition bien faite, et que la définition était une déduction par opposition. Dans le commentaire qui consacre à Aristote, maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le sens des mots induction et déduction tels qu'ils les emploient dans l'éducation mathématicienne est celui qu'on trouverait chez Aristote, ou est-ce que c'est pas plutôt le sens scolastique, un des sens scolastiques qui s'est construit et qui s'est sédimenté par la suite, puisqu'on est dans un latin qui, pour un texte de la Renaissance, je trouve, ressemble beaucoup du latin médiéval, en fait, du latin, justement, scolastique, peut-être en un peu plus chargé, en un peu plus... mais on n'est pas dans le beau style qu'on peut avoir à la même époque, ou même avant, au XXe siècle, dans la Renaissance italienne, avec des gens qui vont revenir au style de Cicéron, qui vont revenir au style de... Là, il y a Euclide, c'est régulièrement, ils connaissent ces auteurs, mais au niveau de la manière d'écrire, c'est beaucoup plus fin du Moyen-Âge. Et donc, ce qui peut amener au moins le soupçon de est-ce qu'il emploie vraiment les mots dans le sens qu'on aurait dans, disons, un Aristote en grec ou dans une traduction de l'Antiquité d'Aristote, ou est-ce que c'est plutôt les mots, est-ce que déduction, ça veut vraiment dire. Et d'ailleurs, on a eu toute une discussion pour connaître l'interprétation qui faisait de la substance. Oui, dans quel sens il emploie substance? Est-ce que c'est purement en tant qu'aristotélicien ou pas? Parce qu'en fait, il l'emploie dans un usage assez polysémique. Oui, c'est substantia qui à la fois renvoie à la définition et à la fois renvoie à la substance vraiment au sens de la matière. Oui, c'est ça. Donc, j'ai déjà pensé parler de ça, mais finalement, c'est assez périphérique dans le texte. Oui, mais c'est plus pour la question de la traduction ou est-ce que vraiment... C'est périphérique, mais néanmoins au niveau de l'interprétation. Alors, on ne développe pas ça dans le commentaire directement, mais dans l'interprétation, on pourrait en faire, il doit en avoir des possibilités qu'on pourrait en tracer. Substantiel ici, pour un peu résumer le point de Pierre, c'est qu'il emploie même pas dans un sens, on va dire, très aristotélicien et scolastique, de dire que substantial, c'est
l'essence, disons, de quelque chose, c'est l'ensemble de ses fonctions essentielles, l'ensemble la fonction de la plante, c'est ses fonctions de reproduction, de croissance et de nutrition. Mais il y a certains passages où substantia, il va dire une substantia dure. Donc, il parle de la matière, manifestement. Il dit que le tronc est une substantia plus dure que les tiges des arbrisseaux, par exemple, je ne sais plus de quel des herbes, je ne sais plus, mais voilà. Une substance, je crois que c'était charnu, je pense, pour certaines termes. Manifestement, on parle de la matière, on parle des propriétés phénoménales de la matière, et pas de l'un à l'autre, parfois dans la même phrase. On a parfois dans la même phrase, substantia en un sens très clairement métaphysique, et très clairement matériel. Donc, ça a l'air d'être un concept un petit peu hybride, ce qui pourrait aller dans une direction de propriétés qui sont immanentes à la forme concernée ou à l'objet concerné, sans qu'il y ait de distinction réelle, que la distinction conceptuelle ne soit pas si forte que ça entre l'essence métaphysique de quelque chose et les propriétés matérielles, qui pourrait diriger malgré tout vers une certaine version assez matérialiste d'Aristote, qui là du coup serait un départ, en tout cas. Il n'y a pas une opposition aussi claire entre matière-forme. Je ne tiens pas d'avoir lu, en tout cas dans les 2010, on pourrait avoir matière et essence, oui, qui est plus forte chez Aristote quand même, j'ai l'impression. Maintenant, oui, peut-être aussi que la matière est poussière en puissance. Donc, on peut aussi utiliser la poussière pour définir la matière. Pas du tout son usage principal, mais c'est autorisé. Oui, voilà, justement. Et je crois que c'est là la nuance intéressante, c'est que dans la marge qui est autorisée par Aristote, c'est-à-dire dans ce qui est possible de faire avec le système aristotélicien, il y a des emplois qui ne correspondent pas forcément aux conclusions d'Aristote, même si ça marche dans le système. C'est là qu'il y a du jeu. Il y a une grande fidélité, une grande orthodoxie, c'est-à-dire qu'il ne fait rien qui sorte vraiment des clous du système aristotélicien, mais il en fait quelque chose qui ne colle pas aux conclusions très partielles qu'Aristote pourrait faire sur les plantes, et aux conclusions beaucoup plus élaborées que Théophraste ou plutôt d'Aristote, attribué à Aristote, ont pu faire avec ce même cadre conceptuel. C'est un petit peu la position ambiguë de Cézanne par rapport à Aristote. Comme je pense qu'il vaut mieux que j'arrête si on veut que. Mais j'avais juste peut-être parce que ça, j'avais pas compris en lisant les livres, mais donc en fait, il était, non seulement contemporain, mais il était pro-papiste en même temps que Galilée. Ouais. Et on connaît un peu, parce que justement, là, c'est ce qui me frappait, c'est que finalement, à lire ça, on a l'impression qu'il y a une continuité beaucoup plus grande au niveau de la botanique entre Aristote et la botanique moderne que la physique, où là, la physique moderne se construit vraiment en opposition, justement avec Galilée. Et donc, on connaît un peu le rapport. En fait, Galilée est, a priori, je pense, étudiant en même temps que Cézanne enseignait à Pise. Donc, il y avait probablement une influence, mais on n'a pas de source explicite qui le dit. Mais par contre, il y a des commentateurs qui disent qu'à l'époque où Galilée étudiait à Pise, Cézanne était clairement le philosophe le plus innovant de l'époque, du contexte, quoi, nettement, et que donc, très probablement, il y a une influence dans le sens où il sortait un peu des standards de la scolastique et de tout ce qui s'était fait avant et proposait des choses très innovantes. Et donc, probablement, ça a dû stimuler aussi l'esprit, ne plus que par le contexte scientifique et philosophique de Galilée. Après, je ne peux pas forcément sur la question de l'aristotélisme, mais disons, dans le contexte général, on va dire épistémologique, ça certainement, ouais. Et alors, dans la question péripatéticienne, il y a aussi des problématiques liées à la physique chez Cézanne. Donc, il y a probablement une influence, mais en fait, il n'y a aucune trace claire, quoi. Pas explicite. En tout cas, je n'ai pas trouvé.